Bonjour les amis, bienvenue dans cette toute dernière vidéo sur le thème des villes fantastiques et plus précisément la tour futuriste. Voilà, donc pour rappel, je vous présente l'ensemble de mes thèmes que vous avez pu voir dans d'autres vidéos. Alors il y a Africa Future, la France fantastique et les villes fantastiques. Alors en précisant que là, dans cette vidéo, j'ai un petit peu fusionné le thème de la France fantastique avec les villes fantastiques. Puisque là, j'ai bâti autour de mon dernier tableau, que vous avez pu voir déjà dans des courtes vidéos où je vous montrais l'évolution de sa réalisation, que vous pouvez voir sur ma chaîne. Et bien là, le tableau est terminé et j'ai décidé de bâtir un petit scénario de science-fiction, parce que je suis un grand amateur de romans de science-fiction et de BD. Et donc j'ai bâti un petit scénario autour de ce tableau que je vais vous présenter aujourd'hui et j'espère que ça vous intéressera. Alors, déjà, concernant mes trois thèmes que je vous ai dit, celui-ci fait partie des villes fantastiques, en fusionnant aussi avec la France fantastique. Alors, moi je suis artiste peintre, je suis plasticien et j'habite à côté de Châteaubriand. Alors, tout d'abord, il y a des références pour parler de la tour. Parce que la tour, en matière de romans et de bande dessinée, c'est un thème qui n'est pas largement utilisé. Alors, j'ai trois références principales. Alors, je suis obligé d'en citer une quand même, qui était la première dans l'histoire, qui est celle de la tour de Babel dans la Bible. Alors, concernant la tour de Babel dans la Bible, qui est la première des références que je vais citer, je vous invite à aller voir, si vous êtes curieux, le livre de la Genèse 11, 1, 9. En résumé, peu après le déluge, alors qu'ils parlent tous la même langue, les hommes atteignent une plaine dans le pays de Shinar et s'y installent. Là, ils entreprennent de bâtir une ville et une tour dont le sommet touche le ciel pour se faire un nom. Voilà, c'est un petit peu une concurrence à Dieu, puisque les hommes, pleins de leur vanité et de leur orgueil, veulent égaler Dieu et donc bâtir une tour qui touche le ciel. Voilà, pour dire qu'ils sont l'égal de Dieu. Et donc c'est ça qui a mis en colère Dieu. Et donc alors Dieu brouille leur langue afin qu'ils ne se comprennent plus et les disperse sur toute la surface de la terre. La construction cesse, la ville est alors nommée Babel. Voilà. Et donc c'est d'après ce mythe, c'est de là que viennent toutes les différentes langues qui peuplent la terre, puisqu'avant les hommes ne parlaient qu'une seule langue. C'est aussi une critique en creux du matérialisme, de la vanité humaine et du manque de foi, quoi. Donc il y a toute une explication philosophique et matérialiste autour de cette histoire de la tour de Babel dans la Bible, que je vous invite à aller voir les récits qui en parlent, c'est très intéressant. Alors, autre référence, qui là n'a rien à voir, c'est un livre de science-fiction de Robert Silverberg que j'ai lu, que j'ai dans ma bibliothèque, qui s'appelle Les monades urbaines. Alors là, il s'agit non pas d'un récit du passé comme la tour de Babel, mais plutôt du futur. C'est-à-dire qu'on imagine que dans un futur assez lointain, dans plusieurs siècles, eh bien, l'humanité est divisée en deux sortes de personnes. Il y a ceux qui travaillent la terre en bas et qui ne peuvent pas faire des constructions de plus d'un étage. Ce sont des paysans. Et ils ne rencontrent jamais les citoyens des tours qui, eux, vivent perpétuellement toute leur vie dans une tour sans jamais en sortir. Et donc, les citoyens d'en bas fournissent tout ce qui est agriculture en bas de la tour, et ceux qui habitent la tour, eh bien, en échange, leur donnent des marchandises. Mais voilà, et les gens des tours sont les plus nombreux, évidemment, ils sont des centaines de millions, des milliards à travers la planète. Toute la société humaine de la tour de la planète vit dans des tours, ils n'en sortent jamais, ils vivent et meurent dans les tours, tout est dans la tour. Et donc, je vous invite à lire ce livre passionnant de Robert Silverberg, hein, qui est très bien écrit. C'est une sorte d'utopie ou de dystopie, selon le point de vue, puisque les gens qui vivent dans la tour, en fin de compte, sont heureux parce qu'ils sont drogués d'une certaine façon. Il y a aussi une promiscuité autour de la sexualité, puisqu'ils ne peuvent pas faire sortir de la tour, donc ils trouvent un expédient dans une sorte d'hédonisme au sein de la tour. Et donc, mais bon, évidemment, il y a des effets pervers, il y a des gens qui ne supportent pas d'être enfermés, donc quiconque est contre ce mode de vie, eh bien, est condamné à mort. Voilà. C'est-à-dire, il dévale la chute, comme ils disent dans le roman, c'est-à-dire qu'on le précipite du haut de la tour si on n'est pas conforme à. Donc, c'est quand même une société totalitaire, une société hédoniste et à la fois totalitaire. Alors, une autre référence que je vais vous citer, c'est aussi La Tour, qui est cette fois-ci en BD, de Peters et Schuiten. Donc, une BD que j'ai aussi dans ma bibliothèque, qui est un très beau récit.
de très belles images en noir et blanc. Tout est en noir et blanc, mais c'est magnifique, c'est un très beau graphisme. Vous pouvez le voir aussi à l'image, la couverture de cette bande dessinée. Et là, c'est pareil, les gens de la tour ne sortent jamais. Ils vivent toute leur vie dans la tour, mais la tour est menacée d'écroulement parce qu'elle est mal entretenue. Donc, je ne vais pas vous raconter la bande dessinée, je vous invite à aller voir cette magnifique bande dessinée de Peter Schuiten. Mais c'est toujours dans les trois récits que je vous ai faits, les deux derniers surtout, c'est ce sont des gens qui ne sortent jamais de leur tour. Ils vivent dans la tour et ils ne connaissent plus la vie au sol, quoi. Voilà. Alors maintenant, l'histoire du tableau que je vais vous raconter. Moi, j'ai imaginé, alors à partir de toutes ces références-là, j'ai fait ma propre histoire de mon tableau. Et donc, moi, ça se passe dans un lointain futur, en l'an 2970. Alors, comment en est-on arrivé à ce tableau où les gens vivent dans leur tour en 2970, vivent dans tout un ensemble de tours? Eh bien, d'abord, je fais un petit peu d'histoire du futur et j'imagine que au XXIe siècle, vers la moitié du XXIe siècle, malheureusement, l'humanité a dû affronter un ensemble de conflits à la fois locaux, de guerres civiles provoquées par des guerres de religion ou des guerres de mode de vie ou des guerres pour les ressources. Enfin bon, l'humanité est en train de s'effondrer et de sombrer dans des guerres civiles, dans des guerres intestines. Il y a un effondrement de la civilisation occidentale par vagues successives, qui a aussi entraîné des répercussions mondiales avec des effondrements économiques et aussi d'autres conflits à l'échelle planétaire. Donc ça, c'est le début de la catastrophe. Ensuite, vers la fin du XXIe siècle et le début du XXIIe siècle, là, les difficultés s'accumulent, il y a encore d'autres catastrophes. Il n'y a pas eu de guerre nucléaire, parce que les humains, malgré tout, ne sont pas fous quand même à ce point-là. Ils savent que quand on déclenche une guerre nucléaire, les répercussions, c'est qu'on est soi-même victime de bombes. Mais il y a une lente régression de la civilisation au cours du XXIIe siècle, ce qu'on appellera le siècle noir. Faute de compétences pour maintenir la plupart des centrales nucléaires ont été arrêtées, parce qu'effectivement, avec cette décadence, eh ben, il n'y a plus de techniciens capables de maintenir les centrales nucléaires. Donc, petit à petit, les civilisations les plus organisées sombrent dans une régression civilisationnelle. Alors, mais il y a quand même certains accidents. Mais la plupart des centrales ont pu être arrêtées à temps, mais malgré tout, quelques-unes n'ont pas été arrêtées à temps et faute d'entretien, eh bien, cela a provoqué des catastrophes nucléaires dans certaines parties du monde. Et bon, et même si il n'y a que 2% des centrales nucléaires à avoir des catastrophes nucléaires, l'étendue est telle que ça contamine de larges parties du territoire. Donc certains accidents ont lieu. En plus de ça, eh bien, certains virus mortels se sont échappés de laboratoires et ont causé des épidémies et des pandémies mondiales. Donc pour vous dire que ce 22e siècle est une catastrophe pour l'humanité. En plus de ça, eh bien, le climat qui depuis déjà un certain temps se déréglait, là arrive au bout et donc il y a une déréglementation climatique absolue qui cause encore de nombreuses inondations et des réchauffements climatiques dans certaines parties du globe qui deviennent quasiment inhabitables. Et donc la population mondiale à la fin du XXIe siècle ne compte plus que moins d'1 milliard d'habitants. Donc il y a eu des milliards de morts dans ce XXIe siècle. Et donc à l'issue de cette histoire, nous arrivons, l'humanité a survécu, mais on arrive dans un âge qui s'appelle, ce qu'on pourrait appeler, surtout dans les pays occidentaux ou post-occidentaux, le second Moyen Âge, qui débute au début du XXIIIe siècle. Les gouvernements et les nations se sont désagrégés, les conflits principaux se sont arrêtés, l'humanité étant épuisée, la société a régressé à l'âge de pierre dans certaines parties de la planète, tandis que dans d'autres endroits comme en Europe et en France en particulier, ou dans des pays d'Asie les plus développés, elle a sauvegardé certains savoirs pour entrer dans un second Moyen Âge qui durera près de 6 siècles. Voilà. Donc une lente régression de l'humanité. Les clans font la loi, il n'y a plus d'organisation humaine digne de ce nom, ce sont des clans. L'humanité se divise, de grandes tours quand même sont érigées, tandis que d'autres vivent sous terre dans des tunnels et des abris. Ben oui, parce qu'une large partie de la planète est quand même contaminée, est inhabitable, et donc dans certains endroits, eh ben, l'humanité qui a survécu essaye d'échapper à la surface de la planète qui est dans de larges proportions inhabitables, et donc certains s'élèvent plutôt vers le ciel pour échapper aux pollutions du sol, et d'autres s'enterrent. Et donc
on pourrait dire qu'il y a quand même 4 humanités au total. Il y a l'humanité en sous-sol, l'humanité des tours, qui est la plus nombreuse, et il y a 2 autres humanités, mais qui sont très minoritaires, qui est la colonie martienne, puisqu'il y avait comme une colonie martienne qui avait commencé à vivre au XXIe siècle, dont on n'a plus de nouvelles, mais qui a pu survivre puisqu'elle était en autarcie, elle arrivait à s'alimenter par elle-même en autarcie sur la planète Mars grâce à des systèmes de vie sous dôme. Mais voilà, on n'a plus de nouvelles. Et il y a une dernière humanité qui est la plus préservée, celle qui vit dans des zones de la planète qui ne sont pas contaminées, qui ne sont pas dépréciées. Et donc, ces zones-là sont très peu nombreuses. Elles se situent en grande partie en Afrique d'ailleurs, ce qui fait que l'Afrique finalement est la plus chanceuse après ces catastrophes, puisqu'elle a pu conserver des terres fertiles. Alors, on en arrive, après toutes ces catastrophes et tout ce pessimisme ambiant de cette planète qui a bien souffert et une humanité qui souffre, nous arrivons quand même au cours du XXVIIe siècle au grand relèvement. Voilà, au XVIIe et au XVIIIe siècle, c'est le retour lent et progressif à la civilisation. Donc il y a quand même de l'espoir, mais ça a été un long chemin. Et donc un lent retour progressif de la civilisation et des sociétés organisées. Mais ça dépend des endroits de la planète. Alors, mais la Terre étant devenue en grande partie inhabitable en surface, les sociétés les plus organisées ont colonisé le sous-sol. Donc, comme j'en parlais tout à l'heure, des gens qui se sont chez sous terre se sont mieux organisés. Donc, mais ce sont des humanités qui ne se rencontrent plus en fait. Donc, il y a l'humanité du sous-sol, l'humanité des grandes tours qui vivent au-dessus des sols contaminés ou des sols inondés. Et donc, comme je le disais tout à l'heure, l'humanité des cités-tours et des cités-tours-États est la plus nombreuse. Alors, on parlait dans l'Antiquité des cités-États, et là, on parle des cités-tours-États. Et la tour maintenant au XXIXe siècle, celle du tableau dont je vais vous parler. Alors la tour au XXIXe siècle, là je vais vous présenter les tours dans l'ancien territoire de la France. Alors ça ne s'appelle plus tout à fait la France, mais malgré tout au XXIXe siècle, il y a un relèvement. Il y a un relèvement de la société organisée. Et donc, il y a un certain nombre de tours qui se sont coalisées pour ressusciter leur passé. Et donc, on appelle ça la Confédération des cités-tours-États francophones. Donc, les nations essayent de se relever en se souvenant qu'il y avait un passé. Et donc, notamment, la France n'existe plus vraiment telle qu'elle était. Mais ces cités-tours-États qui se sont coalisés en une sorte de confédération française ou francophone, eh bien, essayent de retrouver leur passé, essayent de retrouver une filiation avec un passé oublié, parce que effectivement, les peuples ont toujours besoin de retrouver leurs racines pour se construire dans un avenir. Et donc, à partir du moment où la société se réorganise, eh bien, elle veut retrouver un lien avec son passé pour pouvoir se projeter dans le futur. Et donc, c'est ce qui se passe au XXIXe siècle. Cette confédération des cités francophones se réorganise, et c'est pour ça qu'on peut voir sur le tableau qu'il y a certains symboles de la France qui reviennent, comme le bleu, blanc, rouge, ou certains autres symboles qui sont présents sur le tableau et que vous pouvez voir. Et donc c'est parce que justement, eh bien, il y a comme une sorte de renaissance de la France d'une certaine façon dans ce lointain futur, mais sous d'autres formes. Et d'ailleurs, il n'y a plus de république, il n'y a pas non plus de monarchie, il n'y a pas non plus d'empire. Cette confédération francophone des tours, hein, est dirigée par un conseil des tours, voilà, qui se réunit. Alors, comment vivent les gens dans ces tours? Eh bien, c'est pareil que dans les romans que je vous ai cités au début de la vidéo, ils ne sortent pas des tours. Ils ne sortent pas des tours. Alors, au départ, ils ne sortaient pas des tours parce que c'était pollué à l'extérieur et qu'ils n'avaient pas accès facilement, euh, je dirais, pour se balader à l'extérieur. Même si certains peuvent sortir pour des raisons commerciales, mais c'est plutôt des échanges entre les tours, ou alors pour aller chercher des matières premières en Afrique. Mais dans ce cas-là, ce sont simplement quelques personnes qui peuvent sortir. Sinon, la majorité de la population vit dans la tour, meurt dans la tour, et tout est fait pour rester dans ces tours. Alors, au départ, quand ces tours ont été construites, elles n'étaient pas très grandes parce que la technologie n'était pas là. C'était juste une façon de se surélever au-dessus des sols pollués. Et puis, petit à petit, au XXIXe siècle, les tours deviennent de plus en plus massives, de plus en plus hautes,
à mesure qu'on redécouvre le savoir et la technologie dans les archives. Voilà. Et donc, comme je vous le disais, la majorité des habitants ne sortent jamais de leur tour, sauf pour le commerce, la politique, la culture et la diplomatie. Voilà, je vous ai présenté ce récit des tours et vous pouvez le voir maintenant en images sur les vidéos. Alors, petite précision concernant les tours, vous pouvez constater qu'au niveau architectural, il y a un peu de néoclassique. On peut le voir dans la façon dont sont construises les tours. Il y a effectivement des tours un petit peu qui ressemblent à des tours du Moyen Âge, dans leur façon d'être représentées. Et c'est donc un mélange intéressant de néoclassique et de futurisme que j'ai voulu montrer dans l'architecture des tours. Donc des références à en notre ancien Moyen Âge, le premier Moyen Âge qu'on a vécu en Europe, et en même temps mixé avec des aspects très futuristes et un peu cyberpunk dans la représentation et les couleurs de mes tableaux. Voilà. Eh bien, si vous avez apprécié ce récit de science-fiction et le travail que j'ai fait sur les tours, n'hésitez pas à liker, à partager et à commenter cette vidéo. Ce n'est évidemment que de la science-fiction. On espère que notre destin dans l'avenir soit meilleur que celui que je vous ai présenté. Mais le propre de la science-fiction, c'est aussi quelquefois d'alerter, de se projeter dans des avenirs un petit peu utopiques ou dystopiques. C'est selon qu'on soit optimiste ou pessimiste. Mais voilà, j'espère que vous aurez apprécié ce récit. À la prochaine fois.